quel bilan faites-vous du mandat qui s'achève? C'est pas à moi de faire le bilan du mandat qui s'achève. Chaque électeur fait le bilan qu'il entend mener. Moi, j'ai un regard sur des aspects positifs du bilan qui s'achève, sur des aspects qui sont très discutables et sur des aspects qui sont franchement très mauvais. Mais c'est mon regard. C'est facile de critiquer. Nous, on n'est pas dans cette démarche de critique de cette municipalité ou même de la précédente. On constate ce que tout le monde peut constater. Il n'y a qu'à ouvrir un peu les yeux. Nous, ce qu'on veut, c'est bouger et faire bouger les lignes et faire bouger les choses. Je pense que chacun peut mener son propre bilan de l'action écoulée de la municipalité. Moi, j'ai pas envie de me baser là-dessus. J'ai envie de me baser sur nos projets d'avenir. Si vous vous présentez quand même, c'est parce que vous émettez un regard critique, mine de rien, sur la précédente, enfin, en tout cas sur l'offre politique. Ah, sur l'offre politique, clairement, on n'est pas du tout satisfait de la manière dont les choses se passent. Aujourd'hui, on vient un premier tour comme si c'était le deuxième, c'est-à-dire comme si tout était fait. Il y a juste le choix entre éventuellement Front National ou pas Front National au second tour, mais vous aurez à choisir entre Roland Ries à gauche ou à gauche. Une gauche qui d'ailleurs ne se dit pas de gauche mais veut se situer absolument au centre, et Fabienne Keller à droite, ou une droite qui ne se dit pas de droite mais qui veut absolument se situer au centre. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. L'élection, elle se fait au premier tour. Si vous êtes satisfait de ce choix-là, si ça vous fait plaisir d'avoir à choisir entre un train de sénateurs, je devrais peut-être presque dire, pour faire un mot, un train de sénateurs, 21 mandats, et d'avoir à choisir entre un train de sénatrices, quelqu'un qui n'est pas dans la réalité de cette ville, dans cette ville. Alors on va parler du quartier de la Robertsau précisément, parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Oui. Alors, si vous êtes élu, est-ce que vous savez qui vous allez nommer comme adjoint ou adjointe à la Robertsau? Alors j'en ai absolument aucune idée. Par contre, je sais que si je devais constituer non pas un comité de quartier, qui sont des instances qui doivent exister, à côté d'autres instances d'ailleurs de démocratie participative, mais on pourrait constituer aussi une instance d'expertise. Là, oui, je vous citerai quelques noms de Robertsauviens qui font preuve de grand talent lorsqu'ils s'occupent des affaires de la Robertsau et de la ville. Il y a un vice-président en retraite d'une association connue à la Robertsau et que vous connaissez bien, qui mène un travail d'expertise remarquable sur le plan de prévention des risques et sur d'autres sujets. Il y a à la Robertsau comme ailleurs toute une série d'énergies qu'on ferait bien de mettre autour d'une table et pour lesquelles on ferait bien de laisser s'exprimer les talents. Si c'est pas clair ce que je vous dis, vous n'hésitez pas à me le dire. Je serais d'ailleurs ravi que vous affichiez un bandeau sur l'interview avec le numéro de téléphone pour qu'on puisse nous poser des questions, parce que c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on veut faire. Quelle est votre position sur le PLEX? Alors, de façon générale, il y a quand même une manière d'avoir mené le sujet jusqu'à présent qui pose vraiment beaucoup de questions. Donc je crois que la prudence commande de stopper les choses, de les regarder de très près et de les remettre en perspective. C'est-à-dire que vous retravaillez, vous faites ce stop, on regarde D'abord, il y a un tas de questions concrètes qui sont posées, y compris par des associations locales qui n'obtiennent pas de réponse. Sur la circulation, sur la sortie de l'autoroute, sur le stationnement, etc. Ensuite, il y a eu une manière de faire qui est quand même extrêmement étrange, qui a été bouleversée, mais qui pose des questions. Donc oui, ça c'est un dossier sur lequel on arrête, on regarde les choses de près et on les remet en perspective. Après, vous savez, on ne peut pas apporter des réponses simples à des questions complexes. En tout cas, nous, on s'y refuse. Il y a des situations sur lesquelles vous ne pouvez pas dire comme ça, d'emblée, blanc ou noir. Et ce n'est pas un jeu de mots sur la diversité qui nous réunit sur cette liste. Tram E, le tram arrive aujourd'hui, la ligne E arrive jusqu'à la Robertsau, enfin, à l'entrée de la Robertsau. Oui. Il y a un projet de Roland Ries d'éventuellement le prolonger jusqu'à l'Escale, la papeterie. Oui. Qu'est-ce que vous faites Je suis bien embêté parce que c'est un dossier que je ne connais pas assez pour vous dire aujourd'hui je prends telle ou telle position.
Donc déjà, pour commencer, je ne prends pas de position sur des dossiers que je ne connais pas parfaitement. Deuxièmement, un élu n'a pas à tout à avoir une opinion sur tout, et je n'ai pas d'opinion sur tout. J'ai par contre une opinion très tranchée sur la manière de travailler. La manière de travailler, c'est de dire il n'y a pas de réponse simple à des questions complexes. Des questions complexes demandent de la complexité dans leur traitement. C'est ça la mission du politique. La Robertso, elle a un gros problème de circulation et de développement. En gros, hein, et d'articulation entre son développement, le développement tel qu'il a été proposé ou imposé par la municipalité qui vient de terminer, et la circulation telle qu'elle est, avec ces deux axes, en gros, qui peuvent pas absorber plus que ce qu'ils absorbent. Vous rajoutez à ça la circulation des piétons et la circulation des vélos, et vous avez, grosso modo, planté le décor. Alors, ça, c'est pas simple. Moi, je n'ai pas de réponse simple sur le tracé du tram E. PPRT, le plan de protection des risques technologiques, le port au pétrole, qu'est-ce qu'on fait? On le déménage pas? Alors le PPRT, c'est une vaste plaisanterie. Alors là, c'est l'illustration même de bien des situations que nous vivons, vous et moi. On voit des choses, et ensuite, dans la paperasse, dans la manière dont ces choses sont traduites, on a l'impression qu'il y a un monde. On est sur Terre lorsqu'on les vit, on est sur la planète Mars lorsqu'on en a la traduction. Le PPRT, ça fonctionne comme ça. Donc le PPRT, ça n'est absolument pas satisfaisant, il est attaqué et ça tombe sous le sens. Le port au pétrole, il doit déménager. Je crois qu'il n'y a qu'une seule zone d'atterrissage possible, et je crois que c'est faisable. C'est au nord de Strasbourg, le long d'une darse. La situation géographique s'y prête. C'est probablement pas simple non plus dans l'acceptation locale, et puis c'est un énorme chantier. C'est un chantier qui engage l'agglomération sur 2 décennies, mais c'est probablement cette voie-là qui est la plus sage. Déménagement du port au pétrole, oui. Environnement, la Robertso, forêt de la Robertso, on classe pas, on continue Je sais pas, j'ai pas d'opinion tranchée. L'écologiste que je suis, lorsqu'il entend parler de classement, évidemment, il a un a priori favorable. Le promeneur que je suis de la Robertso, pour Thalès, etc., lorsqu'il entend parler de classement, évidemment, il a un a priori défavorable. Parce que moi j'aime l'odeur de l'ail maintenant en cette saison, j'aime un brin de muguet que je verrai passer, etc. Donc est-ce qu'il faut classer, est-ce qu'il ne faut pas classer? Franchement, je n'en sais rien. Je ne connais pas assez les arguments qui plaident pour le classement. Je ne sais pas, il y a des intérêts très contradictoires. J'ai pas d'opinion tranchée. Circulation, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, à propos du tram E. Quelles sont vos propositions? Ça manque de quoi? Ça manque de cohérence et ça manque d'efficacité. Alors ça tombe bien parce qu'une de nos propositions, c'est de dire... D'abord, il n'y a pas de lutte voiture contre le reste. Alors ça, c'est vraiment une vision d'écolo bobo. Il faudra poser la question à Alain Youn, vous verrez, il est très bon sur ce plan-là. Il n'y a pas voiture contre le reste. Il y a des usages différents, et l'Automobile Club d'Alsace le dit très bien. Il y a des moments où on a besoin de sa voiture. Moi, quand je vais chercher mon père qui a 84 ans, je ne peux pas aller le chercher ni en bus, ni à vélo, ni pour l'amener chez le médecin. Et le médecin est dans une zone qui n'est pas accessible en voiture. On a le même type de problème à la Robertso. Si vous allez faire les courses à Auchan et que vous allez en voiture, vous y allez en voiture. Vous allez forcément en voiture et pas à vélo depuis la Robertso. Alors, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui manque, c'est la cohérence. Il y a une de nos propositions qui peut y contribuer. Des navettes gratuites d'usage à la Robertso. C'est-à-dire, vous avez un minibus qui a un itinéraire déterminé, mais peut s'en éloigner, peut répondre à la demande et a pour objectif de fluidifier le déplacement entre le pas de porte et le transport en commun dont vous parliez. Ensuite, sur les transports en commun, il y a une question qui est vraiment très importante, c'est la fréquence des bus, et c'est les itinéraires des bus, et puis évidemment les implantations des arrêts. La CTS est extrêmement rigide sur ses évolutions et sur sa capacité à s'adapter, et elle est rigide pour des tas de raisons, dont une qui est qu'elle n'est pas assez au service de la population.
Il y a un troisième point qui est les pistes cyclables. On ne peut pas faire n'importe comment à la Robertso parce que on est très très contraint par une... bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais enfin c'est comme ça. Par contre, on peut innover. Il y a des endroits où on peut innover à la Robertso, on n'a pas assez fait. Voilà, après, la dernière piste d'amélioration et de cohérence, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un plan de circulation de Strasbourg dans son ensemble. On ne peut pas vraiment révolutionner les choses dans un quartier aussi contraint. Tout. Comment feriez-vous pour traverser la Robertso en partant de la station tram Beuclin, qui est le terminus Actuel, ouais. pour aller rue de la Papeterie ou la Cité de Lille Moi, si je suis... en vélo. À vélo. Ah ben, à vélo, je reprends le long de la rivière, et ensuite je dégage à gauche, je passe après la caserne de CRS, je passe le petit pont, je reprends sur la droite, et là, j'essaie d'être le plus longtemps possible le long de la rivière, j'arrive derrière le cimetière, je fais un petit détour, mais je reviens à la Papeterie par là-bas, en roulant ensuite sur les trottoirs, parce que là, ils sont assez larges. Ouais, je fais un petit détour en faisant ça. Si je suis vraiment à la bourre et que j'ai pas le temps de flâner parce que j'ai une réunion politique, ben, je vais foncer le long de l'eau. Mais je crois que je fais un petit détour seulement là. Et je serai zen. Urbanisation. Yes. Qu'est-ce qu'on fait à la Robertso Les Robertsoniens s'en plaignent. Oui, ben moi je commence par sortir un mouchoir parce que je trouve que si vous voulez, il y a un processus tout à fait normal. On est propriétaire d'une petite maison alsacienne qui date de 1900 sur un très grand terrain. On avait un locataire dans la maison à 450 €, ce qui est le cas de ma... Enfin bon, bref. On est dans cette situation, et puis le locataire s'en va, et ben naturellement, avec cette pression-là, on va vendre, et ça va être un lotissement, et ça va être 2 immeubles ou 3, avec des questions de surface maximum. On va utiliser les outils réglementaires parce qu'on est un promoteur au maximum pour tirer le plus d'argent possible. C'est un jeu normal, c'est en même temps extrêmement triste. Et ça donne le résultat que bien des Robertsoviens voient aujourd'hui. Alors, en même temps, chacun est individuellement dans la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est triste. Il y a 2 mouvements. Il y a le premier mouvement qui, effectivement, c'est dès qu'il y a une dent creuse, pauvre construit. Oui. Ça, c'est quasiment la responsabilité de la ville. Et l'autre mouvement qui est la sauvegarde du patrimoine, comment on fait pour résister aux sirènes des promoteurs? On n'en prend pas trop dans son équipe. On n'en met pas trop autour de soi. On passe 2 crans au-dessus par rapport à l'intérêt public. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire. On a un sens de l'intérêt public qui peut pas dévier, d'une trace de pas. Et puis après on se débrouille. On prend la main sur les services. Ce qui d'ailleurs est une chose à la fois nécessaire, qui est nécessaire, y compris pour les services, parce que les services ont besoin d'être drivés. Hein. Voilà, et puis après, on fait un mixte, mais on n'est pas dans un monde où c'est l'intérêt des promoteurs qui prime avant tout. C'est l'intérêt public, non d'une pipe en bois. Pourquoi est-ce que cette notion d'intérêt public... Comment on fait pour interdire un particulier de vendre sa maison, aussi remarquable soit-elle, à protéger forcément. Comment vous faites ça? Alors, comment vous faites? Vous avez le cas à la Robertso sur un carrefour qu'on va aménager. Vous avez comment est-ce que vous faites? Vous avez des outils quand même. Vous avez le droit de préemption. Vous avez un certain nombre d'outils. Il y a la négociation. Il y a la négociation à l'amiable. Quand même, une collectivité territoriale peut aussi discuter. Encore faut-il qu'elle sache discuter. Pour savoir discuter, il faut avoir suffisamment de transmission, de courroie pour aller jusqu'au propriétaire et jusqu'au terrain. Et ça n'existe pas, ça n'existe plus. Sinon, vous le sauriez, moi aussi. Notre ville ne fonctionne pas comme ça. Notre ville, on dirait qu'elle fonctionne avec des strates. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. En bas de chez moi, il y a un feu rouge qui a été installé parce qu'on a été nombreux à râler pendant des mois et des mois et presque des années. Et ce feu rouge ne sert strictement à rien. C'est pas un feu rouge, d'ailleurs, c'est un feu clignotant, pardon. Il ne sert à rien. C'est de la gabegie, c'est de l'argent balancé par les fenêtres. Ça décrit en quelques mots un phénomène que vous retrouvez à la Robertso comme ailleurs. Nous ne savons plus articuler le terrain avec l'étage des décisions. Et c'est grave. Vous êtes élu? Oui, j'aimerais bien.
Vous êtes élu, vous avez un projet, vous avez Oui, on a un beau projet. et d'irascibles Robertsoviens manifestent leur mécontentement. C'est normal, ils vont le faire, oui, comme ils savent le faire. Ils savent très bien le faire. Comment vous gérez? Ah bah on va boire une bière d'abord. Il y a de quoi faire là, Roberto. Comment vous gérez Ah bah on en boit deux. On en boit deux. Et on discute. On commence par ça. On commence par discuter. On commence par considérer, prendre la vie. Et surtout, je crois pas qu'il y ait besoin forcément de le dire, mais lorsque vous prenez l'avis des uns et des autres, même lorsque ce sont des avis contradictoires, c'est important que les gens sachent que vous avez déjà fait cette première démarche-là. Il me semble pas que c'était le cas dans tous les dossiers que vous évoquez. Vous voulez qu'on parle un peu de dossiers concrets, là, Roberto? Parce que là, on est sur la méthode. Ah, la méthode, je suis intéressable. Hein. Écouter, mettre autour d'une table, discuter, faire l'état des lieux, et puis une fois que l'état des lieux est fait, montrer quelles sont les solutions possibles, et puis après, trancher. Mais trancher, c'est ça la fonction du politique. C'est pas vous êtes élu pour trancher, mais trancher dans la clarté et dans la transparence. Et trancher en tenant compte de l'expertise citoyenne. Parce qu'il y en a de l'expertise chez vous. Il y en a. Ça déborde même. Est-ce que vous avez dans votre programme des points spécifiques pour la Robertso? Non, on ne l'a pas du tout décliné. On a des points spécifiques pour les quartiers qu'on révèle vraiment dans les 3 derniers jours avant le dernier rush. Hein. Là maintenant, on communique de façon intensive sur si vous voulez continuer comme ça, bah, continuez comme ça. Mais nous, en tout cas, on veut renverser la table parce qu'on en a assez d'être dans cette situation, coincé entre monsieur 21 mandats, madame la sénatrice, qui d'ailleurs, si elle avait voulu agir, aurait agi à l'époque où elle pouvait agir. On en a assez. Et on veut se saisir de nos propres affaires. Mais on ne décline pas les choses quartier par quartier. On va faire des propositions. Enfin, on n'a pas un programme pour la Robertso, un programme pour ci ou pour ça, mais on a des propositions phares sur certains quartiers qui méritent qu'on dévoile vraiment dans les 3 derniers jours. Et puis, on a des propositions pour l'emploi, on a des propositions pour ce qui est structurant à Strasbourg. Quand même, Strasbourg est en train de se casser la figure. Vous le voyez pas à la Robertso comme ailleurs. C'est plus que la Belle Endormie. À l'époque où Catherine Trottmann a pris la municipalité, on parlait de la Belle Endormie. Mais aujourd'hui, nous, on dit la Belle Endormie qui tombe du lit. Parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. On est en train de se casser la figure. La bataille sur le Parlement, je ne sais pas si vous l'incluez dans les questions de la Robertso, elle est fondamentale pour Strasbourg. Maintenant, c'est une question de survie économique. Cité-Lille, qu'est-ce qui se passe sur ce quartier? Commerce qui ferme, services publics qui partent, pas de ligne de bus qui rentre à l'intérieur. On a l'impression que c'est un quartier un peu oublié. Mais dans vos questions, il y a les réponses. Alors, commerce qui partent, il me semble qu'il y avait une COP à la Robertso, à la Cité de Lille. Je fais partie de la Robertso. Et il se trouve que je suis le vice-président de l'association régionale de soutien au COP d'Alsace. Et pendant plusieurs années, avec Philippe Spitz, le président de cette association, et avec des dizaines de maires de petits villages, pas celui de Strasbourg, pas celui de Strasbourg, mais de maires en Alsace, de conseillers généraux, on s'est bagarré pour que la COP, pour essayer de sauver la COP. Donc je suis intéressable sur ce sujet, il ne faut pas me lancer là-dessus. Mais la situation de la Cité de Lille, c'est une des très nombreuses COP qui ont fermé. La Cité de Lille. Alors on va d'abord parler de ce magasin et puis du reste. On peut faire quelque chose de très concret sur ce, et ça fait partie des propositions qu'on va dévoiler en dernière semaine, mais on peut faire quelque chose de très concret sur pour revitaliser sur le plan commercial, qui est quand même le sang d'un quartier. Vous savez, dans tous les quartiers où on va avec Armand, les gens ne nous parlent pas des magasins fermés, ils nous parlent de l'enseigne. Et ils nous parlent des prix pratiqués. C'est pas le magasin fermé, c'est le Lidl, le Mutant, la Coop, parce que c'est pas les mêmes gammes de prix. Et ça, c'est drôlement important. Donc bon, il y a des idées pour la Cité de Lille. Après, vous en avez cité d'autres. Le bus qui rentre pas dans la cité, c'est exactement la proposition que je vous faisais tout à l'heure. Il faut, pour compléter le service, le maillage de la CTS, il faut à l'intérieur des aires géographiques comme celle de la Cité de Lille, un service de navettes, de minibus qui prennent et qui redéposent. Voilà, c'est une des propositions. Oui.
Comment on fait pour dynamiser le quartier d'un point de vue associatif, d'un point de vue culturel, d'un point de vue emploi, économie? Oui. La collectivité, son premier rôle, c'est pas de faire à la place des gens, ou à la place des associations, ou à la place des entreprises. C'est de faciliter. C'est très compliqué. C'est un travail d'accompagnement. C'est pas du tout simple. C'est un travail en dentelle qui demande du savoir-faire et du doigté. Mais si vous agissez avec les services techniques de façon à ce que les gens puissent exprimer leurs talents et libérer leurs énergies, alors vous arrivez à moyen terme au résultat que vous décrivez. Concrètement, en matière d'emploi, et d'économie et de fiscalité, on a toute une série de propositions qui m'est difficile de vous résumer en 2 mots. En gros, quand même, on est au bout et on est à un effet ciseau, c'est la Cour des comptes aussi qui le souligne, on ne peut pas augmenter les impôts, on ne peut pas augmenter les emprunts. Donc là, on est au bout, ce qui fait que la ressource complémentaire, vous la trouvez, il n'y a pas 36 manières, il y a les économies, et il y a une répartition différente face à une injustice fiscale qui veut que les habitants de la CUS payent énormément quelque chose dont on bénéficie bien au-delà de la CUS. Donc ça, c'est les 2 sources, c'est les deux manières d'augmenter la ressource, mais c'est quand même pas sur les budgets conséquents de la ville et de la CUS et la CTS, c'est pas énorme. Après, une fois que vous avez dit ça, il faut aller au plus près du terrain, il faut favoriser les choses. Par exemple, dans notre programme économique, il y a cette idée de business area. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut absolument que le tissu entrepreneurial de la ville soit plus irrigue plus la ville et soit plus irrigué par la ville à travers toute une série de choses, dont les stages, dont les actions de formation, dont les rapports avec les écoles et dont la réponse aux besoins en emploi des entreprises. Il y a une autre mesure dont et ça c'est local, ça veut dire qu'à la Robertso, on agit localement, c'est vraiment une action très très localisée. Il y a une autre action économique qui est la nôtre, qui est notre proposition, et qui est très différente, c'est le Small Business Act, c'est-à-dire à travers les clauses des marchés publics et à travers l'allotissement, la manière dont vous faites les marchés publics, et la manière surtout, c'est ça qui est essentiel, dont vous les préparez avec les entreprises locales, vous pouvez favoriser les entreprises du cru, et particulièrement les très petites qui n'ont pas du tout l'habitude et qui font jamais de réponse aux appels d'offres publics. Résultat, c'est les gros qui mangent et c'est pas les petits. Ça, c'est une action concrète. Une autre action concrète, un entrepreneur, il n'est pas fait. La vocation première d'une entreprise, c'est pas l'emploi, c'est la création de valeur. Lorsque les gens montent des boîtes, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour gagner d'abord leur argent et éventuellement ensuite employer. Et donc, ce qui est fondamental, c'est d'accompagner les entreprises, et c'est d'aider les entreprises, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un contexte hyper compliqué, et ce contexte, il est particulièrement le contexte réglementaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 2012, 4 lois des finances rectificatives. Ça veut dire que pour un patron qui fait une projection sur 1 an, c'est le minimum syndical, hein. Vous faites des projections sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Sur 1 an, on change 4 fois de suite la règle du jeu. En cours de route, vous arrivez à la 4e, on n'a même pas mis en œuvre les changements qui ont été votés lors de la première. Ça, c'était la situation en 2012. Lorsque un expert comptable, un chef d'entreprise, enfin n'importe qui, on s'arrache les cheveux. C'est une insécurité réglementaire. Un code du travail qui est passé de ça à ça. On sort du... Mais non, mais il faut accompagner un jeune qui se lance, un gars de la Cité de Lille ou un gars de la Robertso ou qui monte une entreprise, sa petite entreprise. C'est dans ce contexte-là qu'il agit. Alors au début, ça va bien, auto-entrepreneur, il est beau, tout est gentil. Et au bout d'1 an, boum. On peut accompagner ça et on peut l'accompagner autrement. Alors supposons que vous soyez élu, mais dans l'opposition. Oui. Quel sera... C'est une prédiction, c'est une prospective, c'est quoi ça? Je ne sais pas, mais supposons que vous soyez élu, comment vous agissez dans l'opposition? Déjà, numéro 1, il y a le 23 mars. Le 23 mars, c'est l'occasion pour tout le monde de dire je m'abstiens, ce que beaucoup de gens ont envie de faire, de voter refus, un vote de refus. Non, mais parce que vous dites on sera dans l'opposition, mais il faut d'abord voter. Comment vous serez dans l'opposition? Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui font pas grand-chose, des gens qui râlouillent, Comment vous êtes, vous, dans l'opposition? Ah, mais moi, je pense que je suis dans l'opposition. Perso ou... Non,
l'ensemble. Au conseil municipal. Oui, mais vous parlez de la liste. Oui. On va faire de toute façon dans l'opposition exactement ce qu'on fera dans la majorité, et on fera d'ailleurs exactement ce qu'on fera quand on sera élu à la mairie de Strasbourg. On va bosser. On va bosser. On va pas passer notre temps dans un parc de voitures à se trimballer à gauche, à droite. On va bosser. Voilà. Vous êtes élu, les écoles, vous êtes plutôt tableau blanc ou tablette interactive? Vous allez au pôle formation de la chambre de commerce. Vous n'avez, il y a presque plus de salles je crois qu'il n'y a plus de salles du tout qui ne sont pas équipées. Il n'y a pas de raison que les écoles ne le soient pas. C'est basique. Ceci dit, la fonction première d'une école, ça repose sur la pédagogie, ça repose pas du tout sur que ce soit le tableau blanc ou que ce soit interactif. Ça, c'est un moyen. Les enseignants, la pédagogie, c'est pas une histoire de tableau ou de tablette. La pédagogie, c'est autre chose. La signalisation dans les bus, Oui, elle est actuellement quasiment uniquement française. oui. Quand elle sera un jour internationale, ce sera anglais, allemand, espéranto, espagnol, italien. Alors là, j'en sais rien du tout, mais ce serait drôlement sympa que ce soit. Ouais, ce serait sympa que ce soit ça. Il y a d'ailleurs la campagne, c'est un des moments assez délicieux. Moi, par exemple, je sortais pas assez dans les bars jeunes, branchés. La campagne, c'est l'occasion de faire ça aussi. Et je n'avais pas compris. Enfin, j'ai peut-être raté une marche, mais j'étais surpris de voir à quel point Strasbourg est devenu cosmopolite sur les étudiants. La jeunesse qui est à Strasbourg est une jeunesse européenne. Si vous cherchez la jeunesse européenne, la cherchez pas. Elle est à Strasbourg. Elle fait des études à Strasbourg. C'est une des villes d'études de l'Europe. C'est sympa d'ailleurs. Un plan fibre pour Strasbourg? Je sais pas. Pas d'idée là-dessus. Le poireau, c'est le symbole de la Roberto. Vous aimez le poireau? Je ne savais pas que le poireau était le symbole de la Roberto. J'en suis ravi parce qu'un jeune poireau, vinaigrette al dente, alors moi je prends du vinaigre balsamique, mais vous n'êtes pas obligé, avec une petite pointe d'échalote, c'est une merveille. Ça annonce le printemps, ça annonce aussi les carottes qui vont bientôt venir. Enfin bref, j'aime le poireau, ouais. Mais la Roberto, je savais le passé maraîcher, etc. Je ne savais pas que le symbole était le poireau. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie parce que je vous trouve très patient.